c'est évident, mais je sais que dans le monde artistique, tout le monde peut jouer tout le monde. C'est le but même. Ce que vous ne comprenez pas, c'est les rapports de force économiques. Pourquoi est-ce que ça nous dérange moins le fameux blackwashing qui n'existe pas, hein, c'est comme le racisme anti-blanc, pour la simple et bonne raison que le monde du cinéma, de la série télé... Il dit que ça ne nous dérange pas le blackwashing et ça n'existe pas. Tu vois les oxymores qu'il fait souvent. Ouais, mais il se contredit. Il se contredit même dans une propre phase. Il dit pourquoi ça nous dérange moins le blackwashing qui n'existe pas d'ailleurs. Oui, c'est même pas cohérent dans sa propre tête. Donc bon. 1, 2. De force économique. À chaque fois. Il argumente comme une IA. Bah non, une IA est plus cohérente que ça. Une IA se contredit pas dans la phrase d'après. Enfin, bon. Est dominé par les Blancs, en Occident évidemment, depuis toujours. Et échanger un peu le rapport de force, c'est une manière de s'exprimer en tant qu'artiste et de donner des opportunités aux gens. Là, vous me parlez d'une série de merde. Bon. Puis pause. Ça, c'est vraiment un argument tellement de merde et autres et tout, en disant il faut attendre les opportunités. En gros, attendre les opportunités. En gros, je paraphrase un peu ce qu'il dit. Attendre les opportunités de l'homme blanc pour avoir de la représentation. Ouais, c'est ça. De l'homme noir. Et en gros, moi, j'ai envie de répondre que ça existe. Le cinéma africain existe déjà. Le cinéma, même de trucs afro, existe déjà. Et on n'a pas attendu les années 2010, 2020, 2000 trucs pour que ça existe. Depuis les années 70, ça existe déjà. Ici même, au Sénégal, nous avons des grandes figures. Faut montrer un peu ces gars. Je pense à des mecs comme Djibi Diop Mambéty avec Tuki Buki. Et je pense que lui, il va dire c'est des films qu'on ne connaît pas. Il va dire comme au début, on s'en fout parce que personne ne connaît. Attends. Et c'est là où je le réponds. Toi, tu ne le connais pas. Mais Scorsese connaît ces films-là. Parce que Scorsese, je vais vous mettre là l'interview. Tuki Buki. Je ne vais pas parler de ça. Je vais parler des anciens et des nouveaux. Il y a des contemporains aussi plein aussi. Dans le cinéma africain, depuis la nuit des temps, il y a le cinéma africain qui a existé depuis. De Djibi Diop Mambéty avec Tuki Buki qui est un film un peu que je recommande beaucoup, qui est pour moi très moderne un peu, hein, Tuki Buki. Il n'y a pas que Tuki Buki qui l'a fait, il y a La Jeune Fille du Soleil que je peux vous recommander, il y a des fabuleux trucs comme Yen et autres et tout. Il représente un très grand pan un peu de cinéma sénégalais, du cinéma africain un peu le truc. Nous pouvons citer aussi Ousmane Sembène aussi. Ousmane Sembène avec des films comme Tchedo, qui est aussi la figure même majeure même du cinéma africain. Et tout. Ousmane Sembène, c'est avec lui pour la première fois que j'ai compris que les Français sont des connards. Quand j'ai vu son film Camp Tiaroy, là. Il a fait le camp de Tiaroy. Nous pouvons. Ce film-là m'a matrixé. J'ai vu ça trop jeune. quand il fusille les mecs à la fin parce qu'ils veulent pas les payer. Justement, on va reparler. Le camp de Tiaroy, ça parle de quoi? Le camp de Tiaroy, c'est un film qui parle justement des tirailleurs sénégalais. On n'a pas entendu. On est dans les. Ça date de quelle année même, le camp de Tiaroy? C'est les années 80, les années 70, je ne sais même plus. On n'a pas entendu que les Occidentaux viennent de trucs. Il y a des Africains qui ont raconté des histoires qui nous touchent, qui nous ont trucs. Et justement, il y a un truc, là, les Tiaroy 44, où c'était les. Comment on appelle ça? Les tirailleurs sénégalais un peu qui avaient participé à la première ou la deuxième, je crois que c'est la deuxième guerre mondiale, qui justement et autres et tout, à un moment donné, demandaient le sou par rapport au fait qu'ils avaient participé. Demander qu'on les paye, c'est tout. Demandaient juste qu'on les paye et autres et tout. Et qu'est-ce que l'armée française a fait? Et en première ligne de l'armée, qu'est-ce que l'armée française a fait et autres et tout pour les remercier de ce qu'ils ont demandé? Ils les ont tués comme des sales chiens. Ils les ont exterminés. Pendant la nuit. Ils les ont encerclés avec les mitraillettes, je sais pas s'il y avait des tanks, mais en gros, ils les ont encerclés. Ensuite, ça a fait et puis ils les ont tués et tout. C'est un truc et tout qui est un crime absolument abject. C'est un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Ceux qui font parler tout parce que c'est bon de montrer un peu l'autre histoire de France un peu. Parce qu'il y a de Gaulle, mais il faut voir un peu ce que l'autre. Ouais. C'est beau de ce côté, mais il faut voir un peu ce qu'il a fait un peu et tout. Et il y a un film qui relate ça, qui est réalisé par l'un des, peut-être le plus grand cinéaste africain de tous les temps, l'idole de Martin Scorsese et tout. Il s'appelle Le Camp de Tiaroy. Il n'y a pas que ces films-là. Il a aussi le film Tchedo,
Tchedo, tout qui parle de l'arrivée des religions révélées. Des religions révélées, comme vous voyez même le dernier président sénégalais. Ça s'écrit comment, Tiedo? Où il a fait en sorte. C'est C-E-D-2-D-O. Ah, ok. Je voulais montrer la scène de fin de Cantiaroy, mais on va épargner en fait. On va épargner notre. On va épargner parce que ça va trop m'énerver. Ouais, c'est vrai. Restons froids. Tchedo est un film qui a énormément et autres, tout parce que nous on n'a pas de culture, hein. On a besoin de chialer puisqu'on est des bénévoles. Tu vois, on est des bénévoles africains qui ne connaissent rien au cinéma africain, tu vois un peu. On est des bénévoles de tout, alors que des mecs là, tu les parles même de Tchedo, ils ne savent même pas c'est quoi ça. Tchedo, c'est un fabuleux film d'Ousmane Sembène aussi, qui raconte un peu l'arrivée des religions révélées comme le christianisme ou l'islam un peu dans le Sénégal et autres. C'est un film qui a été excessivement controversé au Sénégal parce que ça touchait vraiment des points sensibles de la religion et autres, tout parce qu'elle me l'expliquait comment plus ou moins l'animisme a été remplacé par les religions révélées un peu ici au Sénégal. Ça a frotté un tollé. Il y a même une interdiction de projeter le film dans les années 80. Ça a eu énormément de tollé et autres. Ousmane Sembène et autres. Je peux vous proposer encore un autre film qui s'appelle La Noire, qui est un moyen métrage qu'il avait sorti voilà, en France et autres, et tout, avec une femme qui est une femme de ménage et autres, et tout. Ça s'appelle La Noire. Et autres, et tout. Je veux pas vous proposer et autres, et tout. Je cite ce mec-là. Et maintenant, on peut parler aussi, on peut parler d'Ousmane Sembène, nous pouvons parler aussi d'Idrissa Ouedraogo, qui a fait aussi des films. Parce que souvent, il y a les gens aussi qui disent « Ouais, mais il faut aussi qu'on connaisse des mythes africains. » Ça existe, les mecs. Soyez juste curieux. Il y a un truc comme Tilai, par exemple. Vous voyez ce truc-là? C'est presque même un western, même malien, le truc là. Je vous recommande ce truc là, c'est fabuleux. C'est sorti en 90, c'était le prix, c'était même parti au Festival de Cannes en 90 et autres, et tout. C'est un fabuleux film et autres. Idrissa Ouedraogo fait partie des trucs. C'était sorti en 1990. Je vous le recommande aussi. C'est le truc du cinéma africain aussi que je peux vous parler. Je peux vous citer même encore qui. On peut parler même dans des contemporains. Il y a aussi dans le cinéma africain actuel aussi des mouvements de, comment on appelle ça, du cinéma de genre. Il y a des gars qui font aussi dans le cinéma de genre, des cinéastes africains qui font dans le cinéma de genre. On va parler tout simplement de qui? Jean-Luc Herbulot, Congolais et autres et tout. Qui généralement a sorti le film Saloum. Saloum, c'est un peu un Mad Max. Je vous recommande absolument ça. C'est sorti en 2020. Je le connais pas personnellement, mais je connais des gens qui le connaissent ici parce que l'ancienne productrice, une des productrices, la productrice du truc, elle s'appelle Pamela Diop. C'est sa société de production qui est ici à Dakar. Ça s'appelle Acme Studio. Il y avait une femme. On la connaît même, Chloé Ortolé, un peu, pour ne pas la citer. J'ai même fait une interview. Les interviews que j'ai même avec elle, c'est sur Domoulac. Allez le regarder. Un jour, je vais. Aïna, vous me mettrez ça après. Et tout. Et il a réalisé, il a plusieurs films, mais un truc qu'il a fait dernièrement, c'était le film Saloum, un peu, qui est un peu une sorte de western post-apocalyptique, Mad Max, un peu avec le thriller et l'horreur. Ça se déroule à Saloum. Saloum, c'est une région à Dakar, une région au Sénégal. Et autres, le Saloum et autres et tout. Avec une grande réserve aux oiseaux. Une grande réserve aux oiseaux là-bas. Et ils ont réalisé un peu une sorte de truc qui mêle post-apocalyptique et autres et tout. C'est un Congolais. C'est un mec du Congo. C'est passé à ce festival, c'est même passé aussi au truc. On peut parler encore, pour revenir maintenant à un truc, à une collaboration afro-américaine et tout, parce qu'il y a aussi de la science-fiction. Neptune Frost. Vous connaissez Saul Williams? Il y a des fans de Saul Williams un peu dans le chat. Un peu, vous connaissez un peu cet artiste-là? C'est un artiste fabuleux que j'aime un peu musicalement. Il est marié avec une femme rwandaise, un peu dont j'oublie le nom. Je vais retrouver un peu son nom. Elle s'appelle encore comment, sa femme-là? Ils ont fait un film ensemble qui s'appelle Neptune Frost, qui est une comédie romantique. Elle est rwandaise d'origine et c'est elle et Saul. Il faut que je retrouve le nom de cette femme. Trouve-moi un peu le nom de la femme qui a fait Neptune Frost, là. Je veux juste reconnaître. Anicia Uzeyman. Anicia
Ouzeman, c'est la femme de truc. Et ils ont sorti un truc qui est un chef-d'œuvre pour moi, qui est une collaboration rwandaise-américaine, puisqu'elle est mariée avec Saul Williams. Saul Williams, c'est un slammer, artiste que j'adore énormément pour des albums un peu comme Nigga Stardust et tout. J'adore ce mec et tout. Même la comédie musicale. La comédie musicale où il reprenait les textes et tout. C'est un gars incroyable. Hein. Pour moi, musicalement, truc, j'adore. Il y a même un autre film qui est incroyable là, qui s'appelle Slam, qu'il avait fait, qui était sorti en 2001 et tout. Anisia Ouzeman, oui, exactement. Il est marié à cette femme-là et ils ont collaboré dans un film où ils ont réalisé à deux, collaboration américaine, rwandaise et autres et tout, un film qui s'appelle Neptune France, qui est une comédie romantique de science-fiction qui a été énormément appréciée au Festival de Cannes à l'époque. Sorti même pas, je crois, il y a 4 ans, en 2021. C'est pas 170, hein, il y a des gens. C'est là, il y a 4 ans, et tout, qui est une collaboration. C'est de la science-fiction africaine, et tout. Je peux parler encore, j'ai même fait un sujet sur double regard un peu sur le réalisateur dont Clément a vu même le truc. Réalisateur camerounais Jean-Pierre Bécolo. Jean-Pierre Bécolo, on peut parler de Quartier Mozart, on peut parler du Mandat, on peut parler de beaucoup de films comme ça, mais moi, j'aimerais revenir sur un film qu'il avait fait en 2005 que les Camerounais ont refusé de le truc. Bon, le mec est un peu arrogant, je ne supporte pas sa personnalité. Ah, il est Camerounais. Le mec, on lui envoie le truc pour lui faire l'interview, il dit merci pour le truc, le sujet, il va te faire foutre. Et tout. Yeah, les Camerounais, il faut qu'on change. Hein. Non, insupportable. Les Saignantes, c'était un peu un film fantastique. Je pense que c'est le premier même film fantastique, même camerounais, où les vampires un peu sont dans des postes politiques et des postes un peu de pouvoir. Et c'est eux qui sucent un peu le sang de la. Ouais. Et eux qui sucent un peu le sang. C'est un peu comme le film des frères Spirig. Je dis, tu vois un peu les films des frères Spirig là. Les frères Spirig, c'est eux qui avaient fait Prédestination. Ils avaient un autre film avec Ethan Hawke là où il jouait un vampire qui était tout. Oui, c'est celui-là dont je me souviens. Je me souviens plus du nom par contre. C'est un peu similaire un peu à ce film-là. Mais là, c'est vraiment le truc que ça parle vraiment des trucs un peu de la corruption et autres et tout. Mais tous les trucs sont dans des. Comment on appelle ça? Daybreakers. Voilà, Daybreakers. C'était Daybreakers. Ouais, c'était ça. Et. Ouais. Les Seigneurs. Daybreakers, exactement. Le Mandat est passé à la télé en politique. C'est même le film préféré de Clément et autres et tout. On a fait un sujet sur Jean-Pierre Bécolo où Clément a regardé tous ses films et tout. Il y a Les Saignantes, c'est un film fantastique qu'il a fait autres et tout, où il mélange horreur, truc, et un texte social vraiment un peu sur les politiciens et les autres et tout, qui vraiment exploitent la population. Le truc de les voler le sang, c'est parce qu'ils exploitent la population. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Je voudrais d'abord rappeler à tous les pays africains autres que le Cameroun qui n'ont jamais été de grands pays. Qui disait ça? Qui disait ça, d'ailleurs? Samuel Eto'o-Steel. Ah, ça c'était. Il disait que Guardiola n'a jamais été un grand joueur. Ouais, c'est une connerie abyssale. Une connerie abyssale d'ailleurs. On a eu ces gens-là. Qu'est-ce que je voulais parler aussi? Bref, on a énormément. Je n'ai que cité ça. Je pourrais même encore citer un dernier. On va citer un dernier. Comment il s'appelle ce Ghanéen là? J'oubliais son nom. Il faut que je le cite. C'est un Nigérian ou un Ghanéen? Comment il s'appelle? Ghana. Il y en a plein, hein. Sinon on va prendre toute la journée, mais il y a un là que j'aimerais parler. Blitz Baoulé. Blitz Bazaoulé. Blitz Bazaoulé avec le film de Burial of Kojo, je pense. Ouais, Blitz Baoulé. Il a fait un film là de Burial of Kojo. Fabuleux film encore que je vous recommande et tout, qui était sorti il y a 2 ans, 3 ans et autres et tout. Qui prend aussi vers le truc aussi. Je peux vous parler aussi de Nollywood. Le cinéma africain on n'a pas besoin de faire le manchot et de tendre la main. Il existe. Il est là. Nous avons, en gros, qu'est-ce que je veux dire? C'est que les cinéastes de ce continent existent. Je peux même parler aussi, on fait même un shout-out aussi. Kevin Aubert, vous voyez le monsieur là, c'est un Camerounais un peu moitié-moitié comme toi. Il est là. J'ai même fait une
Oui, je fais même une interview. Il a eu le prix de Berlin même pour son dernier film, pour son dernier court-métrage tout franco-camerounais qui est né à Dakar. Après, il est parti à Paris. Il est revenu, il vit à Dakar même là. Tout. Je pouvais même l'appeler même tout pour faire le stream et tout. Je le connais pas personnellement. Je connais pas personnellement. C'est une bonne connaissance, on va dire. Il est ici à Dakar et tout. Son film qui a été primé au Berlin, qui s'appelle... Comment il s'appelle encore le film encore? Ne réveillez pas l'enfant qui dort et tout. Très influencé avec comme il m'avait avoué qu'il y a beaucoup d'influences de Tarkovsky là-dedans. Tout, c'est une fille qui veut faire du cinéma et tout, mais à un moment donné, elle n'arrive pas à ce truc. Et le dernier prix de Berlin et tout, qui a été produit justement par une afro-descendante aussi, guadeloupéenne, qui s'est installée à Dakar, qui s'appelle Cléor Tolé, avec sa structure, comment s'appelle sa structure encore? Oui, à Tangerine. C'est le deuxième film, le deuxième court-métrage qui a été primé au Festival de Berlin. Oui, que j'ai interviewé aussi, Sudo Moulag aussi. On vous sortira l'interview peut-être après. Elle a une société de production, justement, Ne réveille pas l'enfant du doigt. Elle s'est sortie sur le truc. Elle a une société de production où elle essaye même, elle a fait un partenariat dernièrement avec le British Council, où elle passe aussi à la formation des jeunes cinéastes aussi pour raconter des histoires, où il y a eu une sélection de 8 ou 10 cinéastes, nouveaux cinéastes qui ont tourné des films et qui a été distribué ici à Dakar et même au fin fond du Sénégal et tout, vous pouvez le voir là. Il n'y a pas eu que Ne réveiller. Et Réveillez pas l'enfant qui dort a été primé au Festival de Berlin. Bref, on n'a pas besoin de faire l'aumône. Ça existe des afros qui savent raconter leur histoire. Même pas que il faut attendre, il faut truc. On existe. S'il vous plaît. On existe. Pour les gens qui me disent on est bénévole, je sais pas quoi et tout, parce que moi, dans le milieu du cinéma ici, là, je veux pas trop me vanter, mais je connais tous les gars qui sont dans le milieu du cinéma ici. Oui, cette dame-là que vous voyez là, elle est productrice ici. Et c'est une très bonne amie. S'il vous plaît, maître Riyad. Justement, elle a cette société. Elle travaillait d'abord à l'Acme Production pour le film Saloum qu'elle avait fait. Et là, elle a maintenant sa propre société de production où justement, elle participe à l'avancée du truc du cinéma africain. Et comme elle est aussi très fan de cinéma de genre, elle veut aussi apprendre à ce que les cinéastes vont dans un autre style aussi que le cinéma un peu des années 70, de tout le temps répéter les sembènes et autres. Parce que c'est souvent le problème un peu des jeunes cinéastes. Ils veulent répéter souvent trop les anciens au lieu d'embrasser un peu le truc. Donc, on a discuté pendant 1 heure et autres et tout. On a parlé même de Saloum là, justement, que vous voyez apparaître sur votre écran. Donc, elle a participé à la production à l'époque. Donc, si vous voulez voir mon interview d'elle, allez le regarder là-bas et autres et tout. Et après, il y a mon interview aussi avec Kevin Aubert. J'avais fait le truc aussi, je pense, si vous tapez Kevin et autres et tout, vous allez le voir. Voilà où il parle de son film là. Du rêve de Tuc et autres et tout. Dont les gens existent. On n'a pas besoin de faire l'aumône. Pour les gars qui me traitent de bénévole, là, parce que c'est surtout vous qui m'avez aidé. À part ça, on est des bénévoles. Hein. On est pro et j'ai même pas envie de parler de Sandalman parce que ça, c'est. On va parler de ça un autre jour. Ouais, ça, on va parler de ça un autre jour. Mais pour les gens qui me traitent de bénévole, de trucs, je sais pas quoi et autres et tout, je sais ce que c'est pour côtoyer ces gars-là qui font vivre le cinéma africain ici, dans ce continent. Ils sont là. Ils racontent des histoires. Ils n'attendent pas l'aumône. Voilà un gars ici, là, alors, Kevin, alors, en parlant d'anti-hollywoodien, il n'y a pas plus anti-hollywoodien que le Zozozi. Lui-même, on a même souvent des problèmes parce que lui, il est tellement anti-américain. Il y a des films qui... Oh mon Dieu, du coup, c'est normal qu'il s'entende bien avec Thomas, alors. Ouais, il est tellement anti-américain. Mais dans le truc, là, quand il faisait, il disait, oui, il y en a marre des films comme F1, nanani, nanani. Bon, bah, merde, je crois qu'on va pas s'entendre, lui et moi, alors. On a beau être frères de couleur et camerounais. We have a problem now, nigga. Donc, on a ces gens-là qui sont là. Et je peux citer encore. On a ces gens-là qui sont là. Et autres et tout. Qui n'ont pas besoin. Le cinéma africain existe depuis la nuit des temps et autres et tout. Et tu peux taper même Scorsese. Il peut vous citer énormément de top. Tu tapes Scorsese, Tukibuki et autres et tout. Qui est fan de tous ces gars-là. Qui est fan de Suleiman Sissé. Qui est fan de Ousmane Sembène. Qui est fan de Melondo. Qui est fan de Umaru Ganda. The common idea of world cinema history in the West was pretty cut and dried.
Japan, for the most part, you had Kurosawa, Ozu, Mizoguchi. Russia, Eisenstein, Dovzhenko, Padovkin. India was Sajid Ray. And Africa, the entire continent was Ousmane Sembène. But as the years went by, thanks to the writers and curators ça, and c'est distributors pour of le sport, moment où il va nous dire qu'on ne connaît pas ces gens. Lui, il le connaît. Et il n'avait pas Internet pour connaître ces mecs-là. Ouais, quand tu cherches, tu trouves. Il n'avait pas Internet pour connaître ces gars-là. À l'époque où il a découvert ces gars-là. Parce que je pense qu'en termes de cinéma, toi et Scorsese, je vais plutôt écouter celui-là que toi. Bon. Entre Scorsese et Régé, bon. C'est même pas que c'est le même. Entre Scorsese et Riyad White Savior, bon, voilà. C'est même pas le même. Le seul blanc que je peux respecter s'il parle de cinéma et de trucs afro et autres et tout, c'est lui, hein. Pas toi. the rest of the work. This extremely narrow story kept getting wider and wider. In Africa, Sembène was, by and large, the great inspirational figure, a real father figure. But before him, there was Gadala Gubara from Sudan. And there were other artists who made their first films shortly after Sembène, like Suleiman Cissé in Mali, Umaru Ganda in Nigeria, Med Hondo from Mauritania. Mais je vais revenir sur Med Hondo. Je vais revenir sur Med Hondo après, parce que ça va venir sur Hamilton après. Je vais revenir sur Med Hondo, parce que... Okay. Hamilton, il a dit des choses qui m'ont amusé. Et Med Hondo, là, il est très intéressant d'ailleurs par rapport à son truc d'Hamilton. Ok. Unlike Sembène and Cissé, Mbete had never had any formal training when he made his first picture. He just picked up a camera and started shooting. He made only a handful of films in his very short life. He died at the age of 54. But each one is very special and has its own unique energy. Whoa. On est $1,000 and is something else again. It's a cinematic poem. On est sur Twitch. Made with a raw, wild energy about a young couple who dream of leaving for France. Ok, alright. Ouais, ok. Donc voilà. Encore des mecs à poil. Bon, c'était une fille à poil ou des mecs? Je pense que c'était une femme. Et c'est ça qui est un peu amusant, c'est qu'avant, au Sénégal, on n'avait pas peur de montrer la nudité. Hein. C'est de dire un peu, alors que maintenant, c'est difficile. Hein. Oui. Dans les années 70 et autres et tout, on n'avait pas peur de montrer de la nudité, du truc et tout. Donc, on continue encore la vidéo de notre cher ami. Qu'est-ce qu'il avait dit? Noir, gay, handicapé. Et pourquoi est-ce que quand tu vois, déjà que tu comprennes que c'est un noir gay handicapé, c'est une proposition artistique. Donc, Un commentaire par rapport à ça? Réagissez, hein, les gars. Typiquement, il fait son white savior, là, en nous traitant. Non, franchement, ça m'énerve parce que... Ouais. Non, c'est ce que t'es. Comment ça t'énerve? Ça devait pas t'énerver. Oui, c'est ce que t'es, Riyad. Le rage baiter, on l'a rage bait. Got him, we got it. C'est ce que t'es, Riyad. Non, franchement, ça m'énerve parce que White Savior, j'aurais pu entendre si le whitewashing me dérangeait vraiment. Mais moi aussi, je suis hypocrite. Moi, le whitewashing, en réalité, je m'en fous. C'est vrai, parce qu'il y a des films où il y a du whitewashing. Non, tu veux seulement faire rager les gens. Tu veux faire seulement rager les gens avec tes trucs de gauchistes et autres et tout, et tes trucs de confusion, et les gens tombent dans le piège de te faire rager. Non, puisque tu veux faire les white saviors, c'est ton truc, c'est ton titre. Tu es un white savior, frère. C'est pas grave. Chacun son rôle dans la vie, ça te réussit même. Après, je vois à peu près ce qu'il veut dire. Il est en train d'admettre que, en vérité, ça ne lui tient pas à cœur le fait que des minorités se fassent remplacer par des... Mais bien sûr que ça lui tient pas à cœur. Oui, mais au moins, il l'admet. La plupart des gauchos et tout, ils l'admettent jamais, ce truc-là. Ils font genre que, la cause des minorités... Mais il est là pour le business. Au moins, il est là pour le business. Il admet. Il est là. Oui, au moins, c'est ça. J'avoue que là, pour le coup, c'est dingue ce que je vais dire, mais ça, pour le coup, respect, au moins, il admet que le gars, il est là pour la thune et pour le business. Il est là pour la thune. Ok. Que j'adore.
Si je voulais vraiment être un white savior, je suis en train de boycotter tous les gars. Je parle de Lawrence d'Arabie depuis des années. Et c'est un de mes films préférés. Ça fait du brownwashing à donf. Il y a un acteur pas arabe. Laurence d'Arabie. Hein. Je connaissais pas Laurence d'Arabie. Non. Dans tout le Merci maître. film. David Les Lean, autres, c'est des blancs de David Lean. blancs qui jouent des arabes. Ça me dérange pas en soi. Je devrais être énervé. Mais comme pour votre blackwashing, j'arrive pas à être énervé. Mais c'est quand même des systèmes d'oppression sur lesquels il faut discuter et en parler. Ouais, ok, bah ensuite il commence à répéter la rhétorique raciste. Et il n'y a pas l'inverse, quoi. L'inverse du blackwashing, comme vous l'appelez, bah ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de système d'oppression. Alors que le whitewashing, c'est un système d'oppression. Parce qu'on n'accepte pas la charité culturelle. Ouais, mais sauf qu'on parle pas de la même chose. Nous, on parle en termes artistiques, en termes de divertissement. Qu'est-ce que ça apporte en termes de divertissement de changer la couleur de l'un ou de l'autre dans tel sens? Est-ce que tu connais la pièce de théâtre Hamilton? C'est le truc qui parle des pères fondateurs de l'Amérique. Ouais. Mais quand tu sais qui est George Washington, Thomas Jefferson, c'était quand même des esclavagistes. Sally Heming, c'était l'esclave de Thomas Jefferson. Et qu'il avait enceinte, il avait 46 ans, elle avait 15 ans. Jefferson, pour paraphraser un peu ce que Boy dit, on est inférieur, on n'a pas capacité d'imagination. Et c'est joué par des Noirs. Une pièce de théâtre qui a été... Vous savez, Hamilton, je connaissais l'histoire de pourquoi c'est joué par des Noirs et des minorités. Il n'y a pas que des Noirs. Mais j'avais jamais vu Hamilton. Du coup, à cause de votre TikTok de merde, Non, tu dis d'abord merci de t'avoir fait pousser à regarder Hamilton. Parce que comme on ne consomme pas assez d'art et autres et tout, on t'a fait aussi découvrir Hamilton. Ouais, dis merci. Dis merci à tes maîtres. Dis merci d'abord de t'avoir fait qu'on regarde Hamilton. Parce que c'est ça qui t'a donné envie de regarder. Baise-nous la main. Baise. À cause de votre TikTok de merde, toute la rage en une seconde. Ah, mais il est très bien notre TikTok, il a fait plus de vues que tes vidéos à toi, hein? Et bim. j'ai regardé Hamilton. Hamilton, incroyable. Je suis dans le train maintenant. Mais justement, il se réapproprie Il n'a les même pas aimé. Il n'a même pas aimé. codes déjà culturels premièrement. Si, il a kiffé le hip-hop et tout. Yeah. Et ensuite, il joue des esclavagistes et des gens horribles, justement pour dire, regardez les Américains, la révolution que vous avez vécue, regardez comment on peut la vivre de notre point de vue, essayer de relate à ce qu'on vit, et en même temps, c'est un moyen de reprendre le contrôle sur le narratif, de dire, nous, on a souffert, on peut faire une œuvre par rapport à ça, on peut faire de la culture par rapport à ça, on peut se réapproprier la souffrance pour en faire quelque chose. Hamilton, si vous avez vu Hamilton. Ok. Vous voyez ce tas de conneries qu'il vient de dire là? Que se réapproprier et autres et tout, les trucs pour se moquer justement de ces esclavagistes qui étaient les Thomas Jefferson, les George Washington et Hamilton et tous ces bandes de tocards là et autres et tout. C'est vraiment de la pure connerie. C'est de la pure connerie et de la pure bêtise et autres et tout. Parce que ça permet de promouvoir un peu ces gars-là, les esclavagistes, comme des gars sympas. Alors que ce n'est pas le cas. Thomas Jefferson, Washington, etc. Et les Thomas Jefferson, les George Washington, surtout les deux là. Hamilton, je crois qu'il possédait des esclaves, mais je crois qu'il n'était pas aussi sauvage que les deux autres, là, George Washington et Thomas Jefferson. Tu peux faire toutes les gymnastiques mentales que tu veux et dire que oui, en fait, la pièce Hamilton, elle est subversive, elle fait jouer par des Noirs pour que les Noirs se réapproprient cette histoire des États-Unis et qu'ils puissent reprendre le contrôle. Non! Peu importe comment tu le justifies, le fait de faire jouer ces personnages et de prendre George Washington et Thomas Jefferson, peu importe comment tu les fais jouer, peu importe comment tu les représentes, peu importe que tu mettes du hip-hop et tout, tu les glorifies. Peu importe comment tu veux tourner la chose, tu les glorifies. C'est ça le résultat final. Tu glorifies des mecs qui ne devraient pas être glorifiés. Après, la pièce, elle est sûrement très bien, elle est bien mise en scène, bien jouée. Ok, ça c'est bien joué aux acteurs, mais ces personnages n'ont pas à être glorifiés. Thomas Jefferson. Tu sais aussi, bon, je vais faire un peu une anecdote. Chaque fois, je t'ai pas dit ça depuis le début que je te parle. Chaque fois que je vois le truc Hamilton, il y a un truc qui me fait mal au cœur. Quoi? C'est quand je vois l'acteur qui a joué George Washington. Je me demande, mais pourquoi tu as fait ça? Comment il s'appelle déjà? Ce gars-là, c'est un rappeur que je kiffe énormément dans un groupe de hip-hop que je kiffe qui s'appelle Clipping, qui est un groupe hyper avant-gardiste. Ok. Et tout. Le gars qui joue George Washington, il s'appelle encore comment le gars là? Il s'appelle Non, pas George Washington. Thomas Jefferson. Qui joue Hamilton. Ah, Hamilton. Jefferson. Ouais, parce que Hamilton, c'est Lin Miranda. David Diggs. David Diggs, c'est le rappeur absolument génial du fabuleux groupe Clipping. Tu sais, j'ai hésité de parler de ça et tout parce que ça me fait mal. Tu sais, la musique aussi, c'est mon truc. Quand je l'ai vu qu'il a joué à Hamilton, j'ai dit, gars,
Mec, toi, il n'y a pas plus avant-gardiste et dystopique et truc que toi quand tu fais les albums de Clipping. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe là. Yo, Noon. Comment tu vas, nous? Clipping, c'est un fabuleux groupe de hip-hop que je kiffe énormément. Comment ça s'appelle? Ils ont sorti un album qui me parle. Ça s'appelle Dead Channel Skies, qui est un peu une sorte de Blade Runner un peu dystopique, un peu où ils essaient un peu de faire une Blade Runner dystopique qui parle vraiment un peu de trucs de l'Amérique. Ils sont incroyables. Musicalement, c'est futuriste, c'est génial. Dwayne Diggs, c'est un rappeur incroyable. Quand je l'ai vu faire le truc à Hamilton, je regarde le truc, je ne dis rien. Je vois le truc là depuis là, je dis rien. Je dis, mais comment tu as pu parler? Dans ma tête, je dis, c'est moi. Pourquoi tu as parlé là? Pourquoi tu as parlé là? Et j'ai même hésité, hein. Est-ce que je parle de toi-même que tu es dans Hamilton? Tu vois, ouais. J'ai hésité. Parce que là, moi, j'étais tombé des nues. Surtout lui. Là. Quand j'ai vu, je dis, mais tu as joué ça? Ah non. Oui, bah ouais. C'est. En plus, le pire, c'est que je n'ai aucun doute sur le fait que tous ceux qui ont participé à la pièce Hamilton, les acteurs, les danseurs, tous ceux qui ont participé sont des gens super dans la vie réelle, avec plein de bonnes intentions. Mais comme on dit, bon, c'est un cliché, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, je suis d'accord. Peu importe comment tu tournes la chose, quand George Washington apparaît sur scène, il y a des applaudissements. Quand Thomas Jefferson apparaît sur scène, il y a des applaudissements. Ces personnages sont glorifiés quand tu les fais jouer. Peu importe que tu les fasses jouer par des Noirs, ça ne permet pas de réapproprier la chose. Ça permet de perpétuer leur légende dans un sens. Pour revenir maintenant à ce que moi j'appelle de la subversion, nous allons parler de Birth of Nation. Mm-hmm. Birth of Nation, le film, il va venir après sur ça. Birth of Nation de D.W. Griffith. Il faut d'abord mettre ça. Ce film-là, Birth of Nation, on ne se rend pas compte à quel point ce film-là a été excessivement dramatique pour les Afro-Américains. Parce que ça a réveillé le Ku Klux Klan, ce truc-là. C'était l'adaptation du bouquin d'un gars qui s'appelait Thomas Dixon, je pense. Thomas Dixon, ça s'appelait The Klansman Legacy of Ku Klux Klan, je ne sais pas quoi. Et c'est lui qui s'était approché de D.W. Oui, de Klansman. Historical Romance of Ku Klux Klan. Ce mec-là, je le chie à la gueule dessus. Mais à un niveau, Thomas Dixon, sa sale gueule là, et je suis tellement content de sa mort. Parce qu'il est mort pauvre, dans la galère, dans le truc et autres et tout. Donc je chie sur ton âme, mais à un niveau abyssal. Abyssal, ce gars-là. Parce que ce Thomas Dixon et autres, tout s'était approché avec de D.W. Griffith et autres, tout pour adapter son bouquin. Et dans cette adaptation de Birth of Nation, ça parle de quoi? Ça parle de trucs de l'après-guerre où les Noirs, en fait, sont les méchants qui vont prendre le pouvoir, en fait. Il est mort en explosant sur une mine au céréales magnifique. 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 J'adore. Chef's kiss. Ce Thomas Dixon de merde, il s'est approché de D.W. Griffith et D.W. Griffith, on peut ne pas l'aimer et tout, hein, mais c'est un génie. Tous les codes que vous voyez du cinéma moderne viennent beaucoup de D.W. Griffith. Les codes de cinéma, les codes de trucs. Et j'ai même envie de dire, c'est ça qui est dramatique. Birth of Nation, c'est le premier film de super-héros. Hein. Birth of Nation, quand tu le regardes, c'est The Dark Knight. Mais c'est mal les méchants, ce sont les Noirs. Quand j'ai revu The Birth of Nation, je me suis dit, mais putain, mais Frank Miller, ton Dark Knight Returns que tu nous as fait en BD, c'est Birth of Nation. Je vous assure que c'est Birth of Nation. Même quand tu regardes les codes d'Avengers, les trucs là où on va attaquer, les trucs là-bas, c'est exactement les mêmes codes. Hein. Et c'est pour ça que D.W. Griffith, sa propagande a été truc, parce que le film est magnifiquement fait pour l'époque. Et qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis une résurrection du Ku Klux Klan. Où les gars partaient tout maintenant dans les quartiers tout. Et assassiner des négros et tout. Merde, ça a créé un effet. Ça a créé un effet boule de neige de malade.
Shit. ce truc-là. Hmm. Tout ça à cause de ce Thomas Dixon de merde. Oui, le Dark Knight Returns, là où BD est vieux, c'est Birth of Nation. Change le truc. Même le plan, il y a un plan de Batman même qui est comme le plan de Birth of Nation avec, comment on appelle ça? Le cheval, là. Oui, tu regardes ça. Tu regardes le plan là où, dans le comics, il y a un plan là. On voit Batman avec le cheval là. C'est comme le plan de Birth of Nation ici que tu vois ici. Il y a un truc là, dans le Batman de Dark Knight Returns là. C'est les mêmes trucs, c'est la même histoire. Oh, Gotham est dans la perdition. Gotham est dans la perdition. Gotham est dans le truc. Et ces gars-là, et autres, tout vont venir. Et autres, tout, je vais revenir pour apporter. C'est la même chose que Birth of Nation. C'est la même chose. Voilà, regardez les plans là. Tu vois, c'est le même truc que Birth of Nation. Le truc là, à la droite là. Oui, c'est ça. Après, quand tu vois ce que Frank Miller est devenu là, quand il est anti-musulman, tu dis, ah, c'était déjà là en fait. C'est même pas que tu as. Non, c'était déjà là ce bullshit là chez toi. Quand j'ai revu ça, j'ai dit, mais merde, Dark Knight Returns, c'est pareil. Et c'est pour ça que Alan Moore, il était très. C'est pour ça que Alan Moore, il était très critique des trucs de super-héros et autres et tout. Il disait qu'il y avait déjà un peu du truc de fascisme, un peu dans les trucs de super-héros, que Frank Miller, ton Batman là, ça pue un peu. C'est ce qu'il disait. Et quelque part, il n'a pas totalement tort. Même si j'adore The Dark Knight Returns, ça. Mais quand tu regardes, tu dis, quand tu commences à révéler, et The Birth of Nation a beaucoup de techniques, et ça a permis la résurrection. Putain, la résurrection du couple. Tu dis, ça revient du Ku Klux Klan et autres et tout. Même quand tu penses un peu, vous connaissez un peu le délit du Red Summer? Non. Où il y avait des Noirs, le quartier noir qui était très prospère et autres et tout. C'était presque un peu comme le Black Wall Street. Le Black Wall Street et autres et tout. Et il y a des Blancs qui sont venus là-bas les tuer et autres et tout parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que des Blancs arrivent à s'enrichir et autres et tout. Il faut même connaître l'histoire. Oui, que des Noirs arrivent à s'enrichir. Il faut connaître l'histoire de qu'est-ce que ça a été le Black Wall Street, le Red Summer et tous ces conneries-là et autres et tout. C'est presque à la même période, hein. Des Noirs qui avaient créé un Black Wall Street. Il y a un truc, il y a le Red Summer, il y a le massacre de Tulsa. Et autres et tout. Bien. Et autres et tout. Les gars, ils étaient c'était des Afro-Américains excessivement prospères. Et autres et tout. Des Whites ne pouvaient pas supporter de voir les gars là. Que les gars là sont prospères comme ça. Non, on va les assassiner. Et Thomas Dixon aussi, hein, dans son bouquin là de Klansman de merde là. Et autres et tout. Oui, Alan Moore, c'était pour ça qu'il a fait Watchmen. C'était pour justement la critique de ce que tu dis là. Sur la critique sur les super-héros et autres et tout. Ils sont partis les chauffer, hein. J'espère que les bénévoles, les gens qui nous insultent de bénévoles connaissent ces histoires-là, hein, parce que c'est bien d'insulter les trucs de bénévoles et autres et tout, mais comme vous comprenez les choses à la surface là, ils sont partis les massacrer pour détruire. On dit non, on ne peut pas accepter. Et tu vois même Thomas Dixon dans son bouquin, il dit il ne faut pas que les Noirs là entrent en politique, il ne faut pas que les Noirs là. Et c'est pour ça que la plupart des films Birth of Nation a existé. Et ça a marché. Ça a marché de ouf. Le Ku Klux Klan est revenu là. Donc, 100 ans après, il y a Nate Parker, le gars que vous voyez à un truc, qui fait sa subversion du film. Voilà, on va parler d'une vraie subversion. Ce qui est pour moi une vraie subversion. Puisque lui, il dit que oui, faire jouer des esclavagistes, des esclavagistes de noirs par des noirs, c'est de la subversion, ça se permet de se réapproprier, ce qui est une connerie. On va montrer ce que c'est qu'une vraie subversion. La subversion, c'est ce que Nate Parker fait. Il fait Birth of Nation et autres et tout. Mais maintenant, quand il fait Birth of Nation, au lieu de prendre le truc, de dire, bon, je vais prendre le truc de W. Griffith avec le personnage du truc là qui fait ressusciter le Ku Klux Klan et je les transforme en noir et autres et tout. Ouais. En fait, comme ce Zozo là qui va, comme ce Zozo là quand il voit Hamilton et commence à crier et autres et tout, comme un con. Tous les noirs qui m'ont traité de bénévoles là à la con. J'ai fait le même film sauf que les gars du Ku Klux Klan, tu les fais jouer par des noirs en fait. C'est ça que. Tu les fais jouer par des noirs et autres et tout et autres et tout. Tous les cons de bénévoles auraient pu même valider ça parce qu'ils me disent on est des bénévoles. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur l'histoire de Nat Turner. Qui est Nat Turner? C'est le premier esclave afro-américain à s'être rebellé contre les esclaves.
Contre les maîtres blancs. Ça a été même Ah très oui, violent. ouais. Ça a été très, très, très violent. Ouais. Le film ne montre même pas l'excessive violence de ce que le gars là a fait. Parce que c'était un gars qui avait eu un des premiers esclaves qui avait la capacité de lire. Il a eu la capacité de lire la Bible et il réinterprétait la Bible comme. Comment on appelle ça? Il réinterprétait la Bible comme. Comment dire? Bah déjà, la Bible, on lui avait enseigné à lire la Bible, et ensuite, on a utilisé cette capacité qu'il avait à comprendre la Bible et à la lire. En gros, on l'utilisait pour calmer les autres esclaves, en gros, pour les maintenir sous contrôle quand il y avait un petit peu l'atmosphère de l'insurrection qui commençait à planer sur les esclavagistes blancs, en fait. Et donc, on l'a utilisé pour réciter un peu les mots de la Bible, pour aller calmer tes frères, là, pour pas qu'ils commencent à avoir des idées bizarres dans la tête. Va leur réciter un petit peu des passages de... Non, pas ce passage-là. Non, ne lis pas ces livres-là. Ça, c'est des livres de blancs. Lis seulement ce passage-ci de la Bible pour aller calmer tes frères, en gros, grosso modo. Et maintenant, lui, il a utilisé cette capacité-là pour réveiller, justement, les esclaves et autres et tout et tout. Et les permettre de voir une rébellion et autres. Une rébellion qui a été assez courte, mais qui a été le premier feu d'une rébellion, d'une prise de conscience Ça a allumé la flamme. Ouais. Ça a allumé la flamme. Et Nate Parker il dit, en tant qu'Afro-Américain venant aux États-Unis, mon histoire à moi ne commence pas dans ton connerie là, D.W. Griffith. Mon histoire à moi commence avec Nat Turner. Et c'est réalisé, produit, parce que c'est lui aussi qui a sorti son argent, réalisé, produit, écrit et joué par un afro. Et ça, c'est pas le bénévolat. Ça, c'est pas du bénévolat, c'est pas de la mendicité, c'est pas de la charité. Ça, c'est de la subversion. Ça, c'est de la subversion. Même l'interview. Il y a une interview là de Nat Turner, de Nat Parker, où il explique ça. C'est ça, la subversion. Ce n'est pas venir chialer. You're a child of God. You got purpose. The law put it there, and nobody can take it away. These books are for white folks. They're full of things your kind. Regarde la connasse. Regarde la connasse. Ça s'invite énervé. Regarde la connasse là. Non. Regarde l'autre. Non, ça c'est pour les blancs, ça tu. Non. Faut pas que tu te réveilles. Reste endormi. Garde la pilule bleue. I wouldn't understand. The Birth of a Nation, D.W. Griffith's 1915 version, was a film that was extremely successful in getting mainstream America to buy into white supremacy as a form of self-preservation, and it demonized people of color in a way that we are still feeling the residue of today. So I wanted to connect the two films and in a way reclaim the title and repurpose it to mean something that was good, to mean something that was positive and had a more possibility for us moving forward. Pause. C'est ça la subversion. Oui. Le truc, c'est que voilà quoi. Pour comprendre la différence entre subversion et comme Hamilton, il faut du discernement quoi. Et clairement. Et ça, c'est la subversion parce que tu prends un truc qui a été fondamentalement une propagande raciste et tout, et tu rediriges le propos. En fait, il a juste repris le titre. Il a adapté une toute autre histoire. Oui, il a dit je prends ton titre là, mais je recontextualise ta naissance de l'Amérique là. Parce que moi, en tant qu'Afro, ma naissance, c'est là-bas. C'est ça. C'est Nat Turner. C'est pas ta propagande. Le début du bon combat pour la liberté commence là-bas, dans cette flamme. Ça commence là-bas. C'est là où je fais le truc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est fabuleux de faire ça. Donc, en tant qu'Afro, moi, je vais connecter avec ça. Je ne vais pas connecter avec ton Hamilton à la con, la Minanda, où tu me fais Thomas Jefferson, George Hamilton en noir, et ils sont en train de rapper. Et en plus, que David Diggs de Clipping a entré dans ce connerie-là, ça me tue encore. Ça me tue qu'il ait fait ça. Surtout que, comme Maxime avait dit tout à l'heure, le truc, c'est que le théâtre et tout, c'est même un divertissement de bourgeois blancs, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas techniquement pour la communauté noire que. Est-ce que tu vois le public de Hamilton? C'est tous des whites. Oui, c'est ça le truc. C'est tous des fucking blancs. C'est tous des blancs. Tu t'es réapproprié quelle histoire? Il n'y a pas de noir dans la salle. Est-ce que tu es parti checker le public de trucs? C'est tous des blancs.
Oui. Bah oui. Donc, ce n'est une réappropriation de rien du tout. C'est blanc. Quand tu vois le making of, tu vois les gars qui sont partis voir ça. C'était que des blancs. C'est ça. S'il y a une réappropriation. J'ai compté qu'un noir, Obama. Comme par hasard. Qui a fait dans son truc, qui a fait que cette pièce-là passe à l'époque où il était président, hein, ce tocard-là. Obama, quoi. Non, c'est ça. S'il y a une réappropriation avec Hamilton, c'est plutôt les bourgeois blancs qui s'approprient la couleur de peau des mecs là pour les faire jouer et les divertir en faisant des. Va te faire foutre, frère. C'est ça. C'est pas la communauté noire qui s'approprie quoi que ce soit avec Hamilton. C'est la bourgeoisie blanche qui s'approprie. Va te faire foutre. Encore une fois. Hamilton de merde là. Et moi, pour parler de comédie musicale et tout, qui parle justement des sujets afro de la colonisation ou quelque chose comme ça. Oui, c'est hyper cher. Je vous cher. conseille Med Hondo, West Indies. Mais West Indies là. West Indies de Med Hondo, qui était l'un des films africains. C'est pour ça que je dis je vais revenir sur Med Hondo. West Indies, c'est tout ce que Hamilton n'est pas. Et c'était dans les années 70. Qu'est-ce que West Indies? West Indies, pour les gens qui me traitent de bénévole et autres et tout là, parce que je ne sais même pas s'il y a des négros là qui se m'ont insulté, qui connaissent ce film West Indies là. West Indies et autres et tout, c'est un film qui était une comédie musicale où les gars, ils parlaient en langue créole et autres et tout, où justement, on parlait justement de la colonisation et autres et tout. C'est fait comme une pièce de théâtre. C'est un chef-d'œuvre, hein, ce truc-là. Okay. C'est un chef-d'œuvre. Et qui le dit, ouais, on connaît pas ta merde là. Scorsese le connaît, parce qu'il a cité Med Hondo là et autres et tout, comme parmi les réalisateurs africains. Je crois qu'il était mauritanien, franco-mauritanien et autres et tout. Je pense que c'était le film africain le plus cher de l'époque à l'époque. C'était une comédie musicale. Donc, tous les merdeux qui me font chier, ça fait penser aux Humains qui jouent les noirs de service composés d'un public. C'est exactement ça. Comment il s'appelle le son, là? Ahmed Silla. Hashtag Ahmed Silla. Ouais. Effectivement. Et West Indies, c'est tout ce que Hamilton n'est pas. Donc, moi, en tant qu'afro, j'emmerde ton Hamilton là. Je vais regarder West Indies. C'est ça. Oui, ça existe. Et même les gars qui disent, ouais, les Africains devraient. Ça existe. Vous n'avez pas assez de curiosité pour vous voir ce truc. Ça existe depuis la nuit des temps. Et ne me dites pas que c'est des trucs obscurs, puisque Scorsese, il n'avait même pas Internet, il les connaissait. C'est juste que la plupart des whitos là aussi qui sont là en commentaire, qui me saoulent aussi. Ouais, il faudrait que le cinéma. Vous n'êtes pas curieux. Vous ne savez pas, vous ne cherchez pas à savoir aussi ce qui se passe. Sous la commentaire. Ah oui. Qui disent c'est vrai ça, on aimerait bien voir des films sur la mythologie. Ça existe. Ça existe, frère. Ça existe. Ça marque même dans le milieu du cinéma. Après, oui, c'est pas blockbuster comme un Black Panther, mais ça existe. Ça existe. C'est même vrai comment Maxime le disait. Avec Hamilton, il se réapproprie une seconde fois et humilie. C'est exactement ça. La première fois, George Washington avec le fouet, Thomas Jefferson avec le fouet, et des années plus tard, avec la pièce de théâtre là devant des blancs bourgeois. On vient nous faire le truc. Hein. J'ai dit, mais va te faire foutre, frère. Je vais voir George Hamilton, le truc en faisant West Coast, quoi. C'est malade ou quoi? Et tout ça à l'insu même des artistes sur scène, les gars qui jouent Jefferson et George Washington. David Diggs, je sais qu'il faut chercher l'argent, mais quand même. Merde, qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ça va tuer ta legacy. Il a juste pas réfléchi. Ça va tuer ta legacy, cette merde Hamilton là. Il a juste vu ça comme un chèque, quoi. Et même les noirs sont des idiots. C'est exactement. C'est toujours la même. C'est ça qu'on combat et après on nous traite de bénévoles. Mais sauf qu'après, quand tu fais ces conneries-là, quand Nolan utilise Lupita pour créer du débat et de la polémique, c'est Lupita après qui va se manger les menaces de mort. C'est Lupita qui va se manger les insultes, le backlash. Pareil pour le gars qui va jouer Rogue là dans la série Harry Potter à la fin de l'année. C'est les acteurs noirs là qui reçoivent les menaces à la fin. C'est pas la production, c'est pas les directeurs de casting. C'est ces noirs-là qui sont mis en première ligne. Donc c'est juste ça fait partie des choses qu'on. Bon, je recommande au chat. Pour l'autre Toko qui vous a parlé d'Hamilton en parlant de subversion, on vous recommande le Birth of Nation de Ned Parker
On vous recommande aussi une comédie musicale qui est pour moi un peu beaucoup plus intéressante et beaucoup plus truc. West Indies de Melondo, qui était une comédie musicale qui parlait justement aussi des trucs en colonisé. Et en plus, c'est parlé en, je ne sais pas si c'est le créole ou je sais plus, c'est la langue du Guadeloupe. Je ne sais pas, il faut que je me trompe pas parce que je n'aime pas raconter des West Indies ou les nègres marrons de la liberté. What the fuck? C'est le film des colonisations et autres. Et c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale. Je crois que c'est peut-être même la première comédie musicale du cinéma africain. Hein, et autres et tout. Ça existe. Ça existe. Venez pas m'emmerder. Venez pas m'emmerder ici là avec des conneries et autres et tout là-bas. Et je peux même parler aussi de la Black Exploitation quelque part pour venir avec les Afro-Américains. La Black Exploitation a été créée parce qu'on en avait marre. Ils en avaient marre qu'il y ait des Noirs stéréotypés un peu comme dans les années 50, 60. Parmi les Noirs qui ont un peu cassé le stéréotype, oui, il y avait des gars comme Harry Belafonte et comment il s'appelle encore là, et Sidney Poitier surtout. Mais après, la Black Exploitation est venue un peu vraiment casser les trucs des stéréotypes. L'un des premiers films de la Black Exploitation qui est vraiment marquant, c'est ce que tu vois à l'extrême droite là, Melvin Van Peebles, qui était l'extrême droite, Swiss Badass Song là. Voilà, Swiss Badass Song, qui est, je pense, l'un des premiers ou le premier même. Je pense que c'est le premier. Non, les premiers ou autres et tout. C'est ça, pour Nolan. Ouais. Nolan se fout de tout ça et pour la diversité. Swiss Badass Song et autres et tout, qui est un film réalisé, écrit et produit par Melvin Van Peebles. Et même la musique même, parce que Melvin Van Peebles, c'est un incroyable musicien aussi. J'adore aussi la musique de Melvin Van Peebles et autres et tout. Ça a fait révéler aussi tout un pan d'acteurs noirs, tout un truc dans des rôles qui ne sont pas stéréotypes. Don Siegel a les Dirty Harry. Gordon Parks a créé Shaft, qui est l'équivalent de Dirty Harry noir. Ouais. Gordon Parks, c'est un ancien photographe. Il a pris le personnage de Dirty Harry et il l'a fait jouer par un noir en l'appelant. Non, il n'a pas fait. Oh ouais, je m'en vais faire Dirty Harry noir. Non, il a fait Shaft. Gordon Parks a fait Shaft. Et Shaft n'a pas été un truc qui a, c'était dans son coin. Shaft a marqué le monde. Shaft a été un succès international. Même la bande son de Isaac Hayes et autres et tout. Et même encore ce qui était magnifique avec la Black Exploitation, c'est que ça révélait aussi des musiciens de génie, des compositeurs de génie comme ils sont dingues, justement Isaac Hayes, des mecs comme Johnny Pat. Johnny Pat aussi qui a fait la bande son de Shaft Africa. Comment il s'appelle encore l'autre là, Willie Hutch, qui fait la bande son de Foxy Brown, qui n'ont rien à envier à des Ennio Morricone, qui n'ont rien à envier à des Michel Legrand, qui n'ont rien à envier à des John Williams, et c'était des Afro-Américains. Et tout. Il y a des Afro-Américains qui se sont pris en main. Il y a des Africains qui se sont pris en main. On n'a jamais entendu dans l'histoire tendre la main avant qu'Hollywood nous raconte ce qui on est. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe encore de manière contemporaine et tout. Si tu as la curiosité, tu vas le voir. Donc, il y en a marre de venir nous dire que non, on est des bénévoles parce qu'on va crier parce qu'il y a un noir à la télé qui va jouer une blanche. Vous êtes des cons. Je parle pas, c'est à Régé. Je parle pas à Régé parce que c'est pas Régé qui m'énerve. C'est les noirs là qui m'ont fatigué sur les commentaires là. C'est les mendiants là qui nous ont traités de bénévoles en disant non, l'hôpital joué par Hélène de Troyes jouée par une noire, c'est très bien. Arrêtez, laissez-les faire. Allez payer. Melvin, le père de Mario Van Peebles, c'est son père. Melvin Van Peebles. Tu penses quoi de Sidney Poitier? Oui, l'acteur Sidney Poitier, il était bien. Hein. C'est un peu le Denzel, l'original, un peu. Vous voyez Michael B. Jordan, vous voyez Denzel. L'original, c'est Sidney Poitier. C'est vrai que ses rôles étaient excessivement positifs. Quitte à être un peu même, je dirais pas caricatural, mais vraiment, lui, il avait vraiment essayé vraiment de casser complètement le délit du noir de service. Je vous recommande, il y a des films, les classiques, In the Ear of Night, où il joue un policier qui est très brillant et qui gifle un blanc. Ça avait marqué beaucoup aussi à l'époque. Un des films que j'aime beaucoup, c'est un film de Stanley Kramer aussi. Quand il s'appelle là, Guess Who's Coming at Dinner, avec Spencer Tracy aussi. Guess Who's Coming at Dinner, qui parlait vraiment des relations interraciales aussi, un de mes préférés, encore un chef-d'œuvre même d'ailleurs, le truc avec Tony Curtis là, The Defiant Ones et tout.
Tout ça, ce sont des films qui me marquent. Et Ciné Poitiers, bon, je parle que de ça. Hein. Bon, je ne suis pas vu tout ça, filmographie. J'ai bien envie de voir Blackula. Ouais, moi aussi, j'ai envie de voir Blackula. Ça a l'air drôle, ça. Je crois que oui. Uptown Saturday Night. Uptown Saturday Night. Ça avait Bill Cosby et Harry Belafonte. Uptown Saturday Night. Ouais, c'est un film qu'il a réalisé. C'est un film qu'il a réalisé un peu. C'est une comédie un peu crime comédie aussi qui était super génial aussi. Je vous recommande aussi. C'est un film qui est devenu très culte même dans le truc et tout. Ouais, oui, les Afro-Américains qui ont fait des choses, hein. Ça existe, hein. Ça existe même jusqu'à maintenant. Il a aimé Sinners, non? Sinners, c'est un peu quelqu'un qui fut créé en haut. Il a fait 44 minutes de Sinners, non, Riyad, dans sa chaîne. Oui. Il a fait 44 minutes de review de Sinners, non? Il a kiffé Sinners, non? Sinners, c'est ça qu'on veut voir. Oui, bien sûr. Je suis parti regarder. Ah, ok. Il y avait plus de noirs au ciné avec la Black Exploitation. Oui, Melvin et autres. Il y avait plus de noirs. Oui, la Black Exploitation, il y avait beaucoup plus de noirs. Il y avait des icônes noirs. Il y avait des Fred Williamson, Pam Grier, Richard Roundtree, Jim Kelly, Jim Brown. Je me souviens d'un film de vampire avec Mario Van Peebles et de Denzel. Il a déjà parlé du boy en interview. Quel boy? Ah merde, c'était trop loin. Je sais plus. Je ne me rappelle plus du contexte. Mario Van jouait dans un nana de fou. J'ai plus le nom, mais une dinguerie, ça je connais pas. Mais pourquoi les Ricains ne mettent jamais en scène des mythes ou légendes africaines s'ils veulent mettre tellement en avant les minorités? Oui, mais c'est pas aussi. Ils le font maintenant un peu. Vous voyez un peu dernièrement les trucs comme Woman King, des trucs qui sont un peu torturés parce qu'on te fait Woman King comme si c'était des sauveurs alors que c'est des ils ont esclavagistes. Alors que c'était des femmes esclavagistes qui ont vendu les boys et autres et tout. On n'a pas besoin des Américains. Hein. Les Afro-Américains, ils ne maîtrisent pas trop le sujet en fait. Je crois que c'est juste ça. Ils ne maîtrisent pas le sujet. Les Africains font ça. Hein. Les Africains font leur truc. Hein. Je vous ai parlé de Neptune Frost là. Bon, tu n'étais pas là au début. On a fait des films africains. On a montré des films africains contemporains et passés qui montrent des trucs. Des Tilai d'Idrissa Ouedraogo. Des Chedo qui expliquent de Ousmane Sembène. On a parlé des contemporains un peu comme Neptune Frost de Saul Williams avec sa femme qui est rwandaise là et tout. Il y en a tellement. Jean-Pierre Bekolo avait les seigneurs. Ouais. Il y en a plein. On peut pas tout citer. Voilà. Les mecs ici. La réponse, elle a été complète là. On peut pas tout citer et autres et tout. Là, La subversion, c'est ça pour moi. Oui. La subversion, ce n'est pas chialer. Il y en a eu 1, 2, 3, 4 Zoulous de 1964. Les Zoulous qui sont interprétés. Oui. Remets encore en arrière. Mets encore le pouce comme ça là. Mets 2 pouces. Tu peux pas mettre 1, mets 2. Parce que tu as regardé la vidéo là. J'ai capté ça. Mets 2 pouces. Parce que les Zoulous qui sont interprétés, c'est des acteurs figurants noirs sud-africains. Qu'est-ce qui est c'est vrai qu'il a mis. Il y en a eu 1, 2, 3, 4 Zoulous. Puis pause. Mets 3, 4 pouces. Parce que quand tu as vu ça, c'était enfoncé ça dans le cul. Mets-toi bien le pouce là. Parce que quand tu es parti raconter ta connerie là, tu ne pouvais rien dire. Je t'attendais là. C'est là où je t'attendais quand tu as sorti ta bêtise. Bien le pouce. Parce que tu sais très bien pourquoi tu as mis le pouce là avant. J'ai même pas suivi. Écoutez ce qu'il disait après. Quand il a mis le pouce, il dit tu savais que tu avais raconté des stupidités là. Ouais, bah oui. Tu savais absolument. Mets bien le pouce là. Tu savais que tu avais raconté des stupidités. Il est out of his league. Mais je disais ça parce qu'il veut mettre la diversité en remplaçant les ethnies, les milieux. Mais ils ne font jamais. Mais tout ça, c'est des conneries, mec. C'est vraiment des conneries ce qu'ils font là. On n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'adapter de remplacer des mythologies européennes en mettant des noirs et autres et tout. C'est commandé. C'est commandé. C'est commandé. Il y a plein d'Afro-Américains qui font des trucs. Excuse-moi, vas-y, Alina. Non, mais j'allais dire, les Afro-Américains, c'est un petit peu comme les gens de la diaspora en France. Il y a aussi un petit complexe un peu d'infériorité
qui ne s'avouent pas, et c'est pour ça qu'ils veulent remplacer des personnages blancs par les faire jouer par des noirs plutôt que de chercher les vrais personnages noirs qui ont réellement existé. Il y a un petit côté comme ça aussi. Mais il y a des réalisateurs Pas tous. afro. Il y a des réalisateurs afro. On va pas forcément parler de mythes, mais il y a des réalisateurs afro, francophones, qui ont fait des films sur des figures historiques importantes. Spike Lee a fait Malcolm X. Il y a dernièrement le boy là qui a fait Frantz Fanon, le film sur Frantz Fanon. Ah, c'est Moi, j'ai adoré voir ça. Frantz Fanon, c'est qui a fait Frantz Fanon? C'est un Français. C'est un franco. C'est un franco. Comment on appelle ça? C'est Alexandre Abdenour Zaza. Oui. Non, Ouais. attends, je pense pas que c'est lui. Ça commençait par Jean-Claude, son nom. Ça date de quand? 2024? 2024. Il a fait ça, Jean-Claude Barny. C'est Jean-Claude Barny et c'est un gars de la Martinique. Ah, mais Le attends, contacté de Guadeloupe. tout à l'heure en inbox. Oui, c'est lui. Parce que ce gars-là nous a contactés, justement. Justement, il nous a contacté même. D'ailleurs, montre ça. Il nous a contacté, il y a un truc et autres et tout. Jean-Claude Barny, là, d'ailleurs, on lui fait un coucou parce qu'il nous a contacté là dernièrement. Le monde du cinéma nous contacte, hein. Les gens nous parlent. Hein. C'est pas comme si on est là et autres et tout. Il nous a contacté, il nous a même donné son truc. Je vais essayer de faire même une interview avec lui d'ailleurs pour parler de son film. Là. Et tout. Il nous a contacté. C'est lui qui a fait le film sur Fanon. C'est un Guadeloupéen. Il n'est pas allé attendre que non. Oh, nanani, nanana. Frantz Fanon, c'est une figure importante de la lutte afro. Putain, c'est trop comment tout se recoupe et tout. On parle du gars et ouais, le mec tout à l'heure, il y a quelques heures, il nous a envoyé un message sur Instagram. Quoi. On va faire une interview avec lui. Il nous a envoyé un truc. Je vais le répondre aussi. Je vais même lui dire qu'on a parlé de lui un peu et de son film Fanon après. Non, les gars. On vous contacte et pourtant vous êtes bénévole. Étonnant. Ah bah oui. Oui, on est des bénévoles. Tu vois, des réalisateurs afro qui ont fait des films sur des figures comme Fanon nous contactent. Mais on est des bénévoles. Mais qu'est-ce que tu veux, frère? Ah bah oui, on est bénévole pour le RN, vous saviez pas? Bah oui. Non, on est bénévole pour le RN. Mais qu'est-ce que tu veux avec des idiots pareils? Ça, qui arrive tout le temps. Ça, c'est des figures historiques noires effacées par l'histoire. Même l'histoire de Nate Turner pour Birth of Nation, il s'appelait l'esclave qui s'est rebellé. C'était une histoire pas connue. C'est pas très connu, Nat Turner. À part dans les cercles de trucs. D'ailleurs, même le premier à vouloir. On va encore dire que je parle de lui, mais c'est parce que c'était un personnage assez particulier. La première personne qui voulait adapter Nat Turner au cinéma, c'était Tupac. Ah. Qui voulait que John Singleton, à l'époque où il avait des acquaintances avec John Singleton, qui fasse un film sur Nat Turner. Il était très, très, très inspiré de Nat Turner aussi. Il connaissait les trucs. C'était un gars trop cultivé. Donc. Le boy, là, il connaissait ces conneries-là. Puisque, famille d'activistes. Il a un tatouage, Tupac. Il avait un tatouage qui honorait Nate Turner. Oui, justement. Il avait un tatouage qui honorait Nat Turner. Tout. Donc, Nat Turner, c'était un personnage aussi qui voulait adapter au cinéma, qui voulait écrire. Là où il avait essayé d'écrire le scénario et tout à John Singleton, mais il ne trouvait pas des financements parce que, bon, forcément, on est dans les années 90. Déjà, dans les années 2020, c'est chaud. Mais dans les années 90, où tu dis, oh, va, t'es peut-être le premier esclave qui a tué les Blancs, là, oh, tais-toi. En plus, c'est fait par Tupac. Non. Ouais, non. L'ancienne Égypte a été conquérie par les Assyriens. Arrêtez avec les images d'IA de merde, là. Putain, prenez des images du film, au moins. Non, réponse Zulu. Pour ça, il y aura encore plus d'IA dans le prochain chat. Juste pour te faire chier. J'ai pas oublié la vidéo qu'il a sciemment supprimée sur le casting de The Witcher. Ça, il faut que quelqu'un le retrouve. Que quelqu'un retrouve cette vidéo. Ça, nous ça. Ouais, ça, c'est magnifique, ça. Les Perses, les Grecs. Cléopâtre, elle arrive à la toute fin. Alors, Cléopâtre, il y a quand même encore débat sur s'il était vraiment blanche. Pour rappel, hein. Ouais, il y a débat. Et même si vous regardez le film Cléopâtre, il y a que des blancs dans le film, ou presque, hein. Oui, mais parce que c'est l'époque ptolémaïque. C'est l'époque où l'Égypte était colonisée par les Grecs. Donc, c'est logique que il y a des blancs autour d'elle. Et Cléopâtre, oui, il y a débat, mais comme il y a débat sur tout, le truc avec l'archéologie et l'histoire, c'est que tant qu'on n'aura pas inventé une machine à remonter le temps, c'est pas une vraie science, l'archéologie, déjà, ce qu'il faut savoir. C'est pas une vraie science, c'est un truc d'interprétation. Donc, n'importe qui peut venir faire son interprétation à partir des
des preuves et des faits, voilà, des fossiles, etc. Mais au final, personne ne peut avoir de certitude sur rien du tout. Donc évidemment qu'on ne peut pas prouver avec définitivement que Cléopâtre était blanche parce que déjà, on n'a même pas retrouvé son cadavre. On n'a jamais retrouvé son corps. Donc on ne peut pas tester l'ADN pour savoir exactement si elle était blanche. Mais qu'elle soit autre chose que blanche, c'est extrêmement, extrêmement improbable parce que les Ptolémées, ils pratiquaient le sexe consanguin pour garder leur lignée pure. Un petit peu comme les Targaryen dans Game of Thrones. Bon, tu regardes pas Game of Thrones, mais ouais, ils voulaient préserver leur lignée et donc ils faisaient des trucs entre frères et sœurs, quoi. Et pour ce qui est des représentations de Cléopâtre, déjà, elle était taillée dans des statues de marbre blanc. Et aussi, la représentation la plus fidèle, c'est sur les pièces romaines. Il y avait son visage qui est en gros marqué sur les pièces romaines. Et il y a un détail, bon, je vais essayer d'en trouver une. Il y a un détail qui ressort sur les pièces romaines où elle est représentée. Est-ce que ça va sortir direct? Oui, voilà. Donc, attends. Ouais, voilà, Cléopâtre est à gauche, là. Pour moi, après, le truc, c'est que c'est les interprétations. C'est chacun y voit ce qu'il veut. Mais pour moi, le visage de Cléopâtre, là, elle a un nez, ce qu'on appelle un nez aquilin. Et le nez aquilin, c'est un trait typiquement caucasien. Et même sur la statue, sur sa statue. Après, ça, c'est juste mes interprétations pour mon hobby à côté d'archéologie. Mais la statue, déjà, le fait qu'elle soit dans une statue de marbre blanc, en général, les Grecs, ils prenaient le marbre blanc pour représenter des blancs, quoi. Mais même sur la statue, c'est un nez aquilin. C'est surtout le nez qu'il faut regarder. Et ses cheveux aussi, c'est des cheveux, c'est pas des cheveux crépus, quoi. Donc, moi, vous en faites ce que vous voulez. Moi, des interprétations que j'ai vues, des preuves que j'ai vues, du bon sens, etc. Pour moi, Cléopâtre, elle était blanche, mais oui, il y aura débat dessus. Whatever. Mais anyway. Tu voulais dire quoi, pardon, Gigi? Je voulais répondre à la question de Zavko. Vous en pensez quoi du film avec Mike Zulu avec Mike Kane? C'est un film historiquement plus ou moins juste. C'est un film génial, magnifique, mais avec une perspective vraiment de colon, quoi. Nous expliquer que les mecs et autres et tout, c'est des... Ah oui, ouais. Nous expliquer que les mecs, c'est un peu des héros de guerre et autres et tout. Après, on me dit, oui, je l'entends aussi, les Zoulous, c'était aussi des... Comment on appelle ça? Des mecs aussi un peu colonisateurs parce que les Zoulous viennent d'Afrique centrale. Et ils sont montés un peu, ils sont descendus d'Afrique centrale pour aller aussi en Afrique du Sud aussi. Je l'entends. Oui, j'ai vu ça. Mais les Britanniques et autres et tout, c'est vraiment les boys qui sont venus coloniser le truc de l'Afrique du Sud et on en voit encore les séquelles jusqu'à aujourd'hui avec les délits de l'apartheid. L'apartheid commence avec ces délits-là et autres et tout. Donc on ne va pas les regarder comme des petits ouais, nanani, blablabla, autres et tout. Vous étiez des héros et autres, tout alors que vous venez dans le continent de quelqu'un pour venir apporter ton missionnaire, ton truc, ta vision de société et autres et tout. Non, mais les mecs. Et puis quoi encore? C'est comme un peu, j'ai vu un Australien là, raciste et autres et tout, là, extrême droite là. Il dit, l'Australie doit revenir aux Blancs. Il est fou, quoi. Comment? D'où? Il est fou, quoi, le mec. Il est C'est fou. toi qui ne dois pas être là. C'est fou, quoi. Déjà, ce qui est... C'est ça, l'homme blanc, là, il y a un côté où tu crois le monde t'appartient à tout, là. L'Australie ou quoi? L'Australie, quoi? C'est les aborigènes que vous avez tués là-bas? Et déjà, ce qui est marrant avec l'Australie, c'est que c'est l'un des pays où les Blancs ils ont le plus de cancer de la peau. C'est-à-dire que c'est tellement un pays ensoleillé que beaucoup de gens, hein, je ne sais pas quel pourcentage ils développent un cancer de la peau que les aborigènes ne développent pas parce qu'ils ont la peau foncée. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas adapté au territoire. Même pas adapté au territoire australien. Donc vous venez, le mec là d'extrême droite, il faut que l'Australie revienne à la blanche. J'ai dit, mais mec, c'est toi qui ne dois pas être là. Le gars, il a trop regardé Crocodile Dundee. Non, mais il a vu Crocodile Dundee, ça l'a fait le foot. Mais il y a certains whites là, ça va pas. Ça va pas. Vous pensez que non, la terre là, c'est pour vous. La terre, non, l'Amérique et autres, tout, non, les Indiens dégagés. Vous venez dire, non, c'est comme le Zoulou là. Le film est génial, hein. Non, c'est une vision du monde. Non. Heureusement qu'il y a eu le Chaka Zoulou un peu qui a rééquilibré dans les années 80. Parce que oui, il n'y a que pas qu'une perspective. Vous n'allez pas raconter votre perspective. Là, regardez, ces gars-là attaqués par les Zoulous et autres et tout, ils défendaient le dernier camp là, quel courage. Vous étiez bienvenus aussi dans le délire.
blanche, pour rappel. Hein. Et même si vous regardez le film Cléopâtre, il y a que des blancs dans le film, ou presque. Hein. Non, c'était les Grecs qui contrôlaient l'Égypte. Elle vient de Macédoine. Il n'y a pas besoin de réécrire l'histoire pour valoriser la culture noire. Alors c'est vrai Ouais. que le délire de Queen Cléopatra d'Égypte, le documentaire, ça j'avais critiqué aussi à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est une volonté d'être un documentaire. Encore une fois, on peut débattre sur c'est quoi un documentaire, c'est quoi de la fiction et tout, parce que la fiction de Queen Cléopâtre, hein, c'était plus proche de l'un mythe que de la réalité. Mais oui, quand tu utilises le terme documentaire, là il faut faire un peu plus attention. Et un vrai problème américain par rapport à ça que je concède aussi, c'est que les Américains, ils ont tendance à penser que l'Afrique c'est les Noirs, alors qu'il y a plein de gens qui sont pas noirs en Afrique, surtout en Afrique du Nord. Et quand tu fais un documentaire Queen Cléopâtre où tu le vends comme un documentaire sérieux et au final tu pushes un agenda politique plus qu'autre chose, ça peut être dérangeant. Maintenant, si Cléopâtre Mais espèce de débile, c'est la même chose avec les trucs de non-biopic, fiction. Ça reste du soft power. C'est la même chose. Peu importe que ce soit catégorisé comme documentaire ou pas, c'est tout aussi problématique. Cléopâtre était noir dans une œuvre de fiction purement artistique, Tu pousses un agenda dans les deux cas. Tu imposes un agenda. Tu te plains bref. on peut discuter. Mais encore une fois, est-ce que ce Queen Cléopâtre c'est un vrai documentaire ? Ou est-ce que c'est de la fiction ? C'est là que la limite elle est fine et ils ont joué sur ça justement et de manière négative. Sur ça, je suis d'accord. Mais ça reste des micro-exemples qui sont même pas forcément qualifiés en tant que blackwashing face à tout un système entier qui régit Hollywood, parce qu'on parle surtout d'Hollywood depuis 140 ans quoi. On s'en fout du système entier, du racisme systémique, etc. On veut juste des bons films et des bonnes séries et que les réalisateurs, leur première priorité, soit de raconter l'histoire la plus divertissante possible pour faire oublier les problèmes du quotidien aux spectateurs dans la salle. C'est ça le seul intérêt du cinéma de fiction de fiction et du cinéma de divertissement. C'est juste raconter une bonne histoire. Arrêtez avec vos agendas politiques, ça nous saoule. C'est des personnages blancs. C'est comme si tu courais après la Dans un sens ou dans l'autre. approbation du blanc quelque part. Et si vous voulez vraiment une figure historique noire, prenez Nefertiti plutôt. On n'a pas besoin de faire de la mendicité culturelle. Trouvez-moi un Là, je m'attendais pourtant à ce que là, il avait une ouverture justement pour nous donner un contre-exemple. Parce que pour le truc de Nefertiti, j'ai pas beaucoup argumenté dessus. Et du coup, il y a des gens en commentaire qui sont venus me le dire. Non, mais la vidéo était parfaite. À part pour le truc que tu as dit à la fin sur Nefertiti. Non, Nefertiti n'a jamais été noire. Bon, on sait pas si elle a été blanche. Ils ne veulent rien. Hein. C'est facho là. Ils ne veulent rien. Ils veulent rien laisser, tu vois. Juste la petite. Ils veulent rien laisser. Alors mec, on a kiffé quand t'as dit que Cléopâtre était pas noire et qu'elle était blanche, mais on n'a pas kiffé quand t'as dit que Nefertiti était noire. Non, on va rien vous laisser. On va rien vous laisser. Le truc avec Nefertiti, c'est que c'est comme Cléopâtre. On n'a jamais trouvé sa momie, donc on ne peut pas tester l'ADN pour savoir, etc., si elle était de quelle ethnie. Mais pareil que pour Cléopâtre, même argument que j'ai fait tout à l'heure pour Cléopâtre, si tu suis ton bon sens et si tu suis les preuves, Nefertiti était soit noire, soit métisse, mais très probablement noire. Elle était de la 18e dynastie. Par contre, on a testé les momies de ses contemporains, de Toutankhamon, de Amnetsoup, je n'arrive pas à retenir son nom, mais on a testé les pharaons de l'époque de Nefertiti et on a découvert sans aucune équivoque, sans se tromper, que c'était des Noirs africains de, je sais plus, de la région, l'Afrique des Grands Lacs. C'est une étude de Zahi Hawass. En gros, Zahi Hawass, c'est l'égyptologue en chef de toutes les fouilles en Égypte, et il avait testé les momies de 2 pharaons, Ramsès III et l'autre, je crois que c'était son fils, ou on pense que c'est son fils, un prince. Et le truc, c'est que tout ce qu'il voulait faire avec le test, c'était pas essayer de déterminer leur ethnie, c'était juste essayer de trouver les liens de parenté pour reconstituer la généalogie des pharaons, en gros. Mais sauf que dans son étude, par accident, il a révélé un truc par rapport à l'ADN de Ramsès III. Il a repéré un marqueur génétique. Où est-ce qu'il est, ce marqueur génétique ? Ce marqueur génétique, il apparaît sur la page 2. Marqueur génétique. Ouais. C'est le E1B1A, grosso modo. Putain, l'étude aussi, elle est longue. Voilà. Est-ce que vous voyez quand je relève un truc ? Voilà, ce que j'ai mis en bleu, là. J'ai vu. Ça apparaît ? Oui, ça apparaît, on le regarde. Ok. Donc, le marqueur E1B1A, là, c'est un marqueur génétique exclusif à l'africain. Et c'est marqué ici. L'haplogroupe E1B1A, caractérisé par le marqueur M2, est prévalent chez les populations de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique sud-est. Donc, quand vous trouvez ce marqueur génétique dans le test ADN d'une momie, c'est un noir. C'est un noir. Il n'y a pas de débat, etc. Et le truc, c'est que ce marqueur génétique, il a révélé dans son étude par accident. Mais c'est comme ça qu'on a su que Ramsès III
de A par B et tout, c'est un noir. Et Toutankhamon, pareil. En fait, chaque fois que tu prends une momie africaine d'un pharaon de lignée royale et que tu la testes, ce marqueur, il apparaît. Le truc, c'est que les momies égyptiennes, elles sont gardées par le musée de Londres, le musée de Berlin, et en gros, que des musées occidentaux, et ils refusent qu'on teste les momies. Chaque fois que tu fais la demande, ils refusent qu'on les laisse tester. Et Cheikh Anta Diop, même à l'époque, il y a des années, plus de 50 ans, quand il avait révélé sa méthode pour tester la mélanine pour tester la mélanine, il avait demandé à tester 3 momies royales. Le musée du Caire lui avait refusé. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il y a autant un mystère sur l'ethnie des pharaons égyptiens anciens. C'est que les musées qui ont les momies, c'est les occidentaux et ils veulent pas qu'on les teste. Mais il y a la méthode pour le tester avec exactitude. Hérodote, Aristote, Strabon, eux-mêmes décrivent les Égyptiens comme noirs, plus noirs que les hindous, avec les cheveux crépus comme de la laine de mouton. Vous savez comment quand les blancs ils disent que tes cheveux c'est comme la laine de mouton. Les Grecs décrivaient les Égyptiens comme ça. Les Grecs de l'époque, ceux qui sont Vous pensiez quoi de Kalala Omotunde? Kalala Omotunde, je crois que je sais qui c'est. Moi, je ne connais absolument pas qui c'est ce monsieur. Justement, je vais m'intéresser à ce monsieur parce que c'est lui qui a écrit l'un des livres qu'il faut lire en plus de celui de Cheikh Anta Diop. Il est mort, non? Je pense qu'il est mort. Il est mort il y a 3 ans, non? Il est décédé récemment, ouais. Et c'est justement, il a un livre qui regroupe tous les témoignages grecs où les Grecs témoignent du fait que les anciens Égyptiens pharaons étaient des négros, tout simplement. Et je vais lire son livre justement. Quand j'ai découvert qu'il était mort, ça m'a attristé parce que je me suis dit, j'aimerais bien interviewer ce gars-là un jour, et ensuite j'ai découvert qu'il était décédé. De nos jours, ça commence à se démocratiser que les pharaons étaient blacks, mais petits, on me disait le contraire. Même moi, quand tu regardes le film La Momie, là, avec Brendan Fraser, super film, c'est des blancs qui jouent les Égyptiens. Tous les films où tu vois des Égyptiens, etc., c'est God of Egypt de Alex Proyas. Ouais. Du beau whitewashing qu'il y a là-bas. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il c'est aussi la faute des Noirs et c'est surtout aussi la faute des afrocentristes. Parce qu'il y a une partie des afrocentristes qui exagèrent et qui vont trop dans un délire où toute l'Égypte était noire, y compris Cléopâtre, et même les anciens Vikings étaient noirs. En gros, tout le monde était noir. Les Indiens d'Amérique étaient noirs. Il y a une partie des afrocentristes qui sont comme ça aussi. C'est pour ça que quand on me demande est-ce que tu es un afrocentriste, je dis non, j'ai rien à voir avec ces gens. Il y en a qui exagèrent trop. Le problème, c'est que au lieu de chercher la cohérence et l'exactitude et autres et tout, des choses, les gens sont en train de faire leur petite bataille. C'est ça. Leur petite bataille d'ego et autres et tout. Alors que quand tu cherches l'exactitude permet à ce que tu mènes mieux ton combat que faire les blabla à la con. Mais tu vas demander ça à nos frères négros et autres et tout, ils ne comprennent pas et autres et tout. Tu tues la mauvaise foi de l'homme blanc, pas de l'exactitude. Oui, sois rigoureux. Gods of Egypt, ils étaient blancs parce que les dieux sont blancs, en fait. Il faut le savoir. Mais voilà, pour Nefertiti, je m'attendais à ce qu'il conteste, mais comme il y connaît rien de rien, bon, voilà pour Régé. Ah oui, c'était pas fini. Culturel. Trouvez-moi un personnage. Encore une fois, c'est pas la mendicité culturelle. C'est de la culture, c'est tout. Il suffit de regarder la France. Hein. T'avais un gars qui avait fait un TikTok sur ça récemment, j'ai plus son nom, je suis désolé. Hein. Il avait dit, trouvez-moi un rôle de noir en France, en rôle principal, qui ne parle pas de la couleur de peau de l'acteur ou du personnage. Ça n'existe pas. C'est pas de la mendicité culturelle, c'est une manière d'essayer de briser les... Attends, un noir qui fait quoi? J'ai pas compris. C'est pas de la mendicité culturelle, c'est une manière d'essayer de... C'est pas l'acteur qui parle. Qui parle pas de la couleur de peau, c'est ça? Attends, on réécoute. Trouvez-moi un rôle de noir en France, en rôle principal, qui ne parle pas de la couleur de peau de l'acteur. Bon, même ça, il y en a, mec. En gros, il dit, trouvez-moi... En fait, il fait la même connerie qu'il a fait dans le short d'avant où il parle en absolu. Parce que ça, je sens que je peux trouver ça. Hein, là, le film Fanon. Moi aussi, j'en ai en tête. En gros, il dit, trouvez-moi un rôle de noir dans un film en France joué par un noir et où la couleur de peau de l'acteur noir ne rentre pas en compte dans le scénario et n'a pas d'incidence dans l'histoire. J'en ai, gars. J'en ai. Tu viens encore de dire une connerie, mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas vu ce film encore, mais j'ai vu la bande-annonce. Donc il y a celui-là, Demain tout commence avec Omar Sy, Knock avec Omar Sy encore. Mais Lupin, est-ce qu'on parle qu'il est noir, Lupin? Oh oui. Si, c'est très important sa couleur de peau, justement, parce que le truc de Lupin, c'est que comme il est noir, justement,
Ils se déguisent souvent en agent de surface ou en balayeur, concierge, etc. Et ça joue sur Le mépris du bourgeois parisien fait que quand tu te déguises dans ça, il te regarde pas. Et du coup, tu peux faire tes affaires comme tu veux. Donc, il y a ça, Le Prince oublié. En fait, pratiquement toute la filmographie, un gros paquet de la filmographie de Omar Sy, c'est ça. Hein. Il a quand même des films. Mais putain, c'est quoi tes films là? Bon, de l'autre côté du périph', je crois que le fait qu'il soit noir, ça rentre en compte. Je l'ai pas vu. Loin du périph', Le flic de Belleville. C'est quoi? C'est un. Comment on appelle ça? C'est un star qui est Hutch à la française. Ouais, il a voulu faire flic de Beverly Hills en mode français. C'est clairement le flic de Beverly Hills, ça, Omar. What the hell? C'est quoi ces films? Il y a plein de films que je découvre là que le gars a fait. Oh là 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 là. C'est quoi ces films? Les Seigneurs. Oh là là. Ouais, Omar Sy. Maintenant, en dehors d'Omar Sy, il y a un Lucien Jean-Baptiste. Moi, je suis vraiment pas le cinéma français. Qu'est-ce que c'est tous ces merdasses là? C'est ça qui passe dans les ciné dans ce pays-là. Qu'est-ce que c'est tous ces conneries là? Les affiches font peur, frère. C'est abruti, ça. Mais les affiches te rendent même abruti. Ça peut même te rendre abruti. C'est quoi ces trucs? Ah, purée. Donc voilà la liste. Hein. Donc je crois qu'il a encore dit une connerie, Régis. Il faut chercher avant. Non, c'est toute la liste de ChatGPT. Mais il faut quand même regarder les films. Pourquoi on ne dise pas des conneries? Ouais, c'est ça le truc. On va les regarder d'abord. Il faut les regarder d'abord. J'ai plus le nom du film où un mec a une série et il fait face à des méchants, un acteur black. Ah ouais, ça c'est français ça. Si tu retrouves le nom. Je m'étais pris la tête avec ce youtubeur ciné en lui disant qu'un scénario ne doit pas être changé si on choisit un noir comme lead acteur si ça n'avait pas été pensé à la base. Ouais. Flic de Belleville. J qui découvre des contrefaçons made in France. Non, ils disent rien sur. Hein? En fait, je suis choqué par les films français que je vois. Aux States, ils disent rien sur les origines du héros. C'est vraiment un truc français, ça. Ils font les deux, quoi. Des fois, le héros, c'est un ancien du hood. Et des fois, ils précisent pas l'origine. Ça n'existe pas. C'est pas de la mendicité culturelle. C'est une manière d'essayer de briser les codes établis et de faire jouer des gens des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais pu jouer avant. Donc, et après, il se dit que c'est pas un white savior. On n'en a rien à foutre de jouer là-dedans. Mais il vient complètement de se contredire, là. Mais quel white savior de con. Dans la même phrase où il dit non, mais c'est pas de la charité culturelle, c'est juste qu'on fait de la charité pour des gens qui ne pourraient pas faire les choses si on ne leur faisait pas de la charité. Ils ont des films déjà là-bas et autres. Tu renseigne-toi un peu sur le cinéma africain, en tout cas. On veut tous que le monde soit plus représenté dans tous les métiers, tous les genres aussi. Pourquoi là, quand on parle de culture, ça vous dérange? Ça n'a pas de sens. Encore une fois, dans l'art, tout le monde peut jouer tout le monde. C'est juste dommage quand c'est l'oppresseur qui joue le rôle de l'opprimé. Parce qu'il y a un déséquilibre. Si c'était équilibré, on pourrait parler... Quel oppresseur? L'oppresseur dont tu parles là et autres et tout, c'est justement lui qui nous fait faire les trucs de charité à la con. Et tout. On va jouer des esclavagistes. Mais oui. Ah, toi, en tant que noir, tu es bien en train de jouer l'esclavagiste. Oui, c'est une deuxième oppression, mais c'est une oppression soft. C'est ça le truc. Mais oui, Régis, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu parles d'oppression. Mais justement, la charité culturelle, c'est de l'oppression parce que tu oppresses une première fois la minorité en la colonisant, en l'esclavagisant, etc. Mais là, des siècles plus tard, c'est une deuxième oppression que tu fais quand tu fais de la charité, quand tu fais de la mendicité culturelle envers la minorité, parce que tu considères qu'elle n'est pas assez intelligente pour se prendre en charge elle-même, en gros. Et alors que dans son histoire, elle a déjà fait des choses. On fait comme si le cinéma africain n'a pas existé et n'existe pas. Il existe, frère. Et quand tu fais des Lupita Nyong'o qui jouent des personnages de la guerre de Troie, tu invisibilises les vraies histoires qui sont derrière. Les vraies histoires. Donc moi, Hamilton de Minanda va te faire enculer. J'ai West Indies de Melando. Ça me va. Si je veux voir une comédie musicale qui traite de ces thèmes-là, et tout, surtout thème de la colonisation aux Antilles et autres et tout, je vais regarder West Indies. C'est plus fun. Je ne vais pas regarder ton Hamilton et autres pays de théâtre où il n'y a que des blancs même. Dans la salle. En fait, la salle, le truc est tellement cher pour que les Noirs puissent arriver là-bas que c'est même que des Blancs qui sont là-bas. Et c'est censé nous représenter. Oui, parce que les Noirs, on est broke, man. We broke, nigga. I'm broke. I have nothing in my pockets, nigga.